Bien, donc bonjour à tous. Effectivement, j'ai la difficile mission de conclure cette journée après les excellentes présentations dont les intervenants nous ont permis de bénéficier. Donc, ce que je vais essayer de dire aujourd'hui dans cette conclusion, c'est de montrer finalement comment ces flores microbiennes d'intérêt, lorsqu'elles sont utilisées d'abord dans des procédés de production, puis ensuite dans des procédés d'élaboration alors d'aliments ou de médicaments, vont finalement rejoindre notre tube digestif où elles doivent exercer leur fonctionnalité. Alors, cette problématique a été abordée en fait avec deux facettes principales. Tout d'abord, en rappelant l'intérêt de ces flores microbiennes qui s'appuient sur la diversité des espèces, mais surtout sur la diversité des fonctionnalités démontrées par ces espèces, tant au niveau technologique qu'au niveau biologique. Et que l'intérêt de ces flores a suscité le développement de procédés, de nombreux procédés visant à pouvoir les mettre en valeur soit dans l'aliment, soit au niveau de la santé de l'hôte, mais avec le souci que ces procédés vont générer aussi des stress, qu'ils soient d'ordre technologique ou d'ordre digestif. Et donc, je vais essayer de faire un petit point rapide sur ces différents aspects. Alors, en termes de biodiversité de ces flores microbiennes, donc, pour l'instant, je pense qu'on est loin encore d'accéder à la totalité de ce que l'on peut connaître de cette biodiversité des flores d'intérêt, puisque des études statistiques récentes montrent qu'il y a probablement plus de 11 000 espèces bactériennes. On n'en exploite bien évidemment qu'une toute petite partie. Bon, une grande partie de ces espèces sont présentes dans les milieux naturels, bien sûr, comme les sols et l'océan, mais également, et c'est là où ça nous intéresse un petit peu plus, dans les aliments ou dans le corps humain, notamment au niveau du tube digestif. Et on a vu aujourd'hui que cette biodiversité, on est capable maintenant de l'accroître par le biais du développement notamment de banques génomiques ou par des approches de génétique inverse. Alors, cette biodiversité, pour y accéder, on s'appuie toujours d'ailleurs sur des méthodes d'études relativement classiques, mais comme on l'a vu, qui ne permettent pas nécessairement d'accéder à une information suffisante sur les fonctionnalités de ces micro-organismes, notamment parce que certaines espèces ne sont pas ou difficilement cultivables, mais aussi parce que, notamment dans des communautés ou dans des écosystèmes, certaines espèces sont très minoritaires et donc on a du mal à y accéder. Et des interventions ou certaines interventions de la journée ont permis de montrer que le développement d'outils de génomique et de post-génomique associés à de la bioinformatique, parce que ça génère beaucoup de données, permettent d'avoir un accès plus efficace à cette biodiversité fonctionnelle. Et pour pouvoir représenter de façon assez schématique cette idée, j'ai repris en fait un schéma d'une équipe américaine qui montre que pour pouvoir accéder à une information pertinente sur le développement de la flaveur dans un fromage, eh bien, on est capable maintenant d'associer des outils de transcriptomique, de protéomique, de métabolomique, qui, en lien bien sûr avec une connaissance accrue des génomes bactériens, alors actuellement on est à peu près à 140 génomes connus pour les bactéries lactiques, d'environ 50 espèces différentes, donc on a un accès de plus en plus important à la connaissance de ces génomes. Eh bien, on est capable maintenant de commencer à développer des modèles métaboliques et de régulation capables d'accéder à une information sur le développement de la flaveur de ces fromages et à terme, donc, de pouvoir adapter les technologies de façon à favoriser tel ou tel composé d'arômes ou ensemble de composés d'arômes dans les fromages. Voilà, donc ça, c'était un petit exemple. Alors, ce petit exemple, je voudrais l'élargir en appuyant sur un point qui a été abordé à plusieurs reprises aujourd'hui, qui est l'importance de la PCR quantitative, donc la RT-qPCR, qui va permettre en fait de suivre le devenir d'un micro-organisme particulier lors d'un procédé, mais également au sein d'une communauté ou d'un écosystème. Et j'ai choisi de prendre une illustration qui ne vient pas des équipes ici présentes,
qui vient en fait d'une équipe canadienne qui a suivi en fait l'évolution de 2 bactéries lactiques dans un fromage de type cheddar, à la fois lors de la fabrication et lors de l'affinage du fromage, et dans différentes configurations en culture pure et en culture mixte. Et sur ces 2 graphiques, vous voyez donc en vert les gènes qui sont sous-exprimés aux différentes étapes de fabrication fromagère. En rouge, ceux qui sont surexprimés. Vous voyez qu'on est capable d'avoir une vision très globale et assez claire de ce qui se passe au sein de ce produit à partir de ces approches de RT-qPCR. Voilà, donc des outils qui permettent d'accéder à une meilleure connaissance de la biodiversité et des micro-organismes qui sont présents dans les communautés d'intérêt. Alors, cette biodiversité, elle nous intéresse également et surtout au niveau des fonctionnalités qu'elle va être capable de développer. Alors, la première de ces fonctionnalités a finalement été assez peu abordée ici. C'est la fonctionnalité viabilité qui est essentielle en fait dans les aliments et également dans les probiotiques. On va dire que on s'intéresse à cette fonctionnalité viabilité lorsque les bactéries sont utilisées beaucoup comme ingrédients, donc ils doivent être présents à forte concentration dans les produits. Et donc différents outils permettent d'accéder à cette fonctionnalité, notamment des outils faisant appel à des marquages fluorescents couplés à de la cytométrie en flux. Et vous voyez donc en bas à droite un petit graphe qui vous montre comment, à partir de cet outil, on va suivre l'évolution de la viabilité d'un micro-organisme lors d'un processus de stabilisation, donc avec 4 barres en bleu en fin de fermentation, en rouge après congélation. Donc on voit qu'après congélation, on a 3 bactéries qui résistent plutôt bien. Ensuite, en vert et en violet, on va suivre le devenir de ces bactéries lors de leur stockage, et on s'aperçoit qu'il n'y en a plus que 2 qui résistent vraiment bien au stockage, et l'une, la dernière, qui est très, très affectée. Donc des outils qui restent relativement simples à mettre en œuvre. C'est un petit peu coûteux en termes d'investissement, un petit peu au niveau des réactifs, mais globalement, c'est très rapide et c'est une information qui est particulièrement intéressante pour suivre facilement et rapidement le devenir de ces micro-organismes. Les fonctionnalités, on l'a dit, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, intéressent également les activités de ces micro-organismes, lorsque notamment ils sont utilisés comme auxiliaires technologiques. Donc là, je ne peux pas ne pas parler de l'activité acidifiante, mesurée notamment avec le système SINAC qui a été développé par notre laboratoire et qui permet de mesurer le décalage temporel au niveau de l'acidification d'un produit par une bactérie qui a été plus ou moins dégradée par les procédés qu'elle a subis au préalable. Et puis sur la partie droite, des résultats produits par une équipe hollandaise sur la production de composés d'arômes, où vous voyez ici l'activité d'une enzyme, une transaminase, qui est la première enzyme qui intervient dans la dégradation des acides aminés en alpha-cétoacides, avec des différences très importantes selon les espèces considérées. Et donc, là encore, des outils de mesure de fonctionnalité qui vont permettre de sélectionner des micro-organismes et éventuellement de rechercher des conditions de production de ces micro-organismes de façon pertinente. Enfin, je terminerai par le dernier grand groupe de fonctionnalités qui a été abordé aujourd'hui, qui sont des fonctionnalités en lien avec la santé de l'hôte. On parlera ici de bactéries probiotiques. C'est un terme qui a été utilisé tout au long de la journée. Alors, j'ai eu participé récemment à un congrès avec des personnes de l'EFSA qui, comme vous le savez, ne sont pas du tout copines, ces personnes-là, avec les probiotiques, et qui vont proposer très probablement d'utiliser le terme de live culture à la place du terme probiotique. Alors, ces activités, elles existent malgré tout. On ne peut pas les nier, loin de là. Et je crois qu'il faut qu'on continue à travailler pour les valoriser. Alors, ce qui a été principalement évoqué aujourd'hui, sont des activités en termes d'adhésion sur des lignées cellulaires comme donc représentant par exemple des lignées cellulaires HT29 issues donc de côlons humains, et puis beaucoup de choses aussi sur des activités d'immunomodulation. Et là j'ai sur la partie droite un schéma qui est issu d'un travail de l'équipe
de Philippe Langella, qui montre pour un très grand nombre de micro-organismes des activités pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires mesurées là encore sur des cellules HT29 activées au TNF-alpha et avec un suivi ensuite de la production d'IL-8 en tant que marqueur d'inflammation. Et donc avec de très grandes différences, comme on peut le voir, selon les souches considérées. Donc on voit ici que ces différents outils de mesure des fonctionnalités vont permettre d'établir des descripteurs, alors quantitatifs parfois, qualitatifs aussi. Parfois on parlera de scores, qui vont nous permettre finalement de caractériser, de classer, de quantifier les souches ou éventuellement les conditions qui permettent d'obtenir des souches dans les procédés. Alors ces procédés, eh bien, ils sont essentiels puisque à partir du moment où l'on veut travailler avec ces souches, donc pour pouvoir travailler avec ces procédés, on va donc avoir besoin des outils que je viens de rappeler rapidement, pour décrire les propriétés technologiques et les propriétés santé. Il y a encore du travail à faire sur le développement de ces outils, puisqu'ils restent encore assez lourds en termes de manipulation, en termes de délai d'obtention des résultats pour certains d'entre eux, en termes de lien avec la réalité in vivo, qui ne sont pas toujours très, très clairs ou très fiables. Et donc l'enjeu, ça va être justement de continuer à développer des outils fiables, si possible rapides, pourquoi pas au débit lorsque ce sera possible, pour accéder à ces fonctionnalités, en utilisant bien sûr les approches de génétique inverse et pourquoi pas le développement des banques génomiques qui vous ont été proposées et qui sont des approches intéressantes dans cet objectif. Alors, au niveau de l'expression de ces fonctionnalités, pour pouvoir exprimer ces fonctionnalités, il faut que les micro-organismes soient présents en grand nombre et qu'on puisse les retrouver à la fois dans l'aliment ou dans le tube digestif. Et j'ai essayé de représenter ici de façon synthétique les grandes étapes qui peuvent affecter finalement les fonctionnalités de ces micro-organismes avec donc 5 grandes étapes: fermentation, stabilisation, stockage, formulation au sens large, sachant qu'on peut formuler un micro-organisme sous une forme déshydratée ou au contraire le reprendre en fermentation dans un produit fermenté. Et ensuite digestion. Alors je ne vais pas reprendre ni lire dans le détail les différents facteurs qui relèvent de ces différentes étapes. Ce qui importe ici de voir, c'est que on le voit, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir maîtriser, beaucoup de facteurs qu'il faut maîtriser et prendre en compte éventuellement les interactions entre ces facteurs pour pouvoir bénéficier de façon optimale des fonctionnalités qu'on aura au préalable identifiées chez ces micro-organismes. Alors, sans détailler tous ces facteurs, j'ai pris quand même 3 exemples. Le premier relève de la première phase, de la phase de fermentation. Et il y a eu 2 ou 3 interventions qui ont mis en exergue l'effet du temps de récolte ou l'effet de conditions de fermentation sur l'expression de fonctionnalité. Alors mes 3 exemples, je les ai pris de façon très simplifiée sur la fonctionnalité, viabilité, pour qu'il n'y ait pas de jaloux entre les différents participants de ce colloque. On voit ici, en tout cas, sur les résultats de ce travail, qu'il y a un effet important de la phase de récolte, donc de l'état physiologique du micro-organisme sur sa survie à la congélation. Et on voit également qu'il y a un effet d'une condition de fermentation qui, en l'occurrence ici, est le pH, avec une meilleure survie lorsque les micro-organismes sont cultivés en pH suboptimal. Donc un effet important des conditions de fermentation. Alors ce n'est qu'un exemple, il y a beaucoup d'autres conditions qui ont été étudiées. Un effet également des conditions de stabilisation. Donc tout à l'heure, il y a une intervention intéressante sur les problématiques d'encapsulation et j'ai choisi de vous présenter là, ici, les résultats d'un travail qui a été réalisé par des Australiens où ils ont couplé en fait 2 procédures de stabilisation de micro-organismes, de l'encapsulation avec un procédé de déshydratation, enfin 2 procédés de déshydratation d'ailleurs, du séchage en noir et de la lyophilisation en gris. Et on voit que sur le micro-organisme avec lequel ils ont travaillé, le fait d'encapsuler et de lyophiliser va permettre de préserver de façon très efficace donc la fonctionnalité, viabilité, dans le cas qui nous intéresse ici. Et enfin, je vais prendre un dernier exemple qui est issu d'un travail réalisé dans l'équipe de Patrick Gervais,
Donc une thèse qui date de 2012, qui montre qu'en fait la façon dont on va formuler le micro-organisme dans son produit, donc là j'ai pris l'exemple d'un produit, d'un produit plutôt dédié à l'industrie pharmaceutique, plutôt qu'un produit alimentaire. On voit ici que selon la forme dont le produit est formulé, forme gélule ou forme poudre, on va avoir une survie au niveau de la résistance dans le tractus digestif, donc par des mesures in vitro, qui vont être différentes avec une meilleure survie lorsque le produit est formulé en forme gélule. Donc voilà, j'ai pris simplement 3 exemples, mais en fait à chaque étape, il y a une foultitude de conditions qu'il va falloir considérer, et ce qui rend très complexe finalement le développement des procédés permettant l'expression des fonctionnalités d'intérêt, en rajoutant en plus que l'effet de ces différentes conditions sont très très souches dépendantes, et pour avoir travaillé, et je pense que les personnes ici qui ont travaillé avec différents micro-organismes ont pu observer que d'un micro-organisme à l'autre, on a des résultats qui peuvent être très différents, et quelque part, j'en parlais tout à l'heure rapidement au repas de midi, c'est plutôt bien pour nous parce que ça nous donne du travail en tant que microbiologiste. Je crois qu'on n'a pas fini d'explorer tout ça. Voilà. Alors, je terminerai en apportant un petit éclairage qui n'a pas été abordé aujourd'hui concernant finalement l'adaptation des micro-organismes aux procédés dans lesquels on va les mettre en œuvre. Alors, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur puisque je travaille sur ces problématiques depuis plusieurs années. Donc, j'ai représenté ici, de façon schématique, les différentes étapes d'un procédé de production d'une bactérie jusqu'à son utilisation, jusqu'à sa consommation. Et j'ai surligné ici les différentes opérations unitaires, qu'on peut qualifier d'opérations unitaires, qui vont générer des stress et donc une dégradation des fonctionnalités qui vont nous intéresser. Donc, il est clair que ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'il est important de bien gérer, de bien contrôler, bien maîtriser les conditions dans lesquelles on va mener ces différentes opérations. Mais on peut également, en amont, essayer de préadapter ces micro-organismes au stress plus important qu'ils vont subir ensuite. Donc, les préadapter, c'est-à-dire, en fait, leur proposer un stress modéré, qui vont leur permettre de synthétiser des protéines de stress, d'adapter leur composition membranaire, par exemple, pour pouvoir mieux résister au stress plus important qu'ils vont subir ensuite. Donc, dans ce domaine, il y a de nombreux travaux qui ont été publiés, et je ne vais pas du tout vous en faire une liste exhaustive, simplement mettre en exergue le fait que la plupart de ces travaux s'intéressent à l'effet de ces phénomènes d'adaptation sur des fonctionnalités technologiques, donc principalement viabilité et différentes activités d'ordre technologique, mais qu'il y a pour l'instant assez peu de choses sur les fonctionnalités santé. Et je voudrais terminer en vous présentant en fait une approche sur laquelle on travaille actuellement au laboratoire grâce au développement d'un outil qui est donc un digesteur dynamique gastro-intestinal qui vous est présenté ici en photo dans une version très simplifiée puisque sur la version qui est ici, vous avez uniquement 2 bioréacteurs. Alors je ne sais pas utiliser le pointeur ici. Voilà. Le premier bioréacteur est ici et représente le compartiment gastrique. Le deuxième est ici, représente le compartiment intestinal. On peut l'agrémenter d'un compartiment qui représente la bouche ou l'iléum, voire aller un petit peu plus loin. Donc c'est un système qui est complètement modulable et qu'on peut utiliser justement pour tester l'effet des procédés sur le devenir de ces micro-organismes in vitro dans un système qui simule relativement bien toutes les cinétiques et toute la dynamique de la digestion en termes d'acidification, de variation des concentrations enzymatiques au niveau des différents compartiments et en termes de variation des concentrations en sels biliaires. Et je terminerai en présentant un premier résultat d'un travail de thèse qui s'est déroulé chez nous et qui vous montre l'évolution de la viabilité d'une bifidobactérie dans le compartiment stomacal et dans le compartiment duodénal avec, on le voit ici,
Au niveau du compartiment stomacal, une perte de viabilité, finalement pas très importante, parce que l'acidification, elle est quand même très progressive. Par contre, une perte plus importante au niveau du compartiment duodénal, avec des différences en fonction des conditions de production de ces bactéries. Donc, conditions de production qui sont bien en amont, en fait, de l'étape de digestion. Donc voilà, je voulais vous présenter cet outil qui peut permettre d'avoir une approche qui est un outil complémentaire qui peut présenter aussi un intérêt pour des approches qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc pour conclure, on a donc aujourd'hui eu beaucoup d'informations très ciblées sur l'intérêt des flores microbiennes, à la fois sur les plans technologiques et le plan de la santé de l'homme, et sur le lien entre ces flores et les procédés alimentaires et la santé. On a vu donc, au-delà de ce double intérêt de ces flores, la nécessité de développer des outils à la fois pour sélectionner des souches et identifier leurs fonctionnalités, pour pouvoir autant que possible aller jusqu'au développement de collections ou de banques génomiques. On a vu également la nécessité de faire des liens entre les caractéristiques intrinsèques de ces micro-organismes et leurs fonctionnalités. Et je terminerai en précisant que pour moi, il est absolument essentiel de prendre en compte toute l'histoire du micro-organisme, de la souche dans son petit cryotube au départ, jusqu'à son état au niveau de l'iléum et au niveau du gros intestin, pour savoir si finalement on a bien travaillé avec ces micro-organismes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les intervenants parce que vraiment, on a eu des interventions de très grande qualité. Merci au pôle de compétitivité Vitagora de m'avoir permis de venir. Donc, je ne fais pas partie de ce pôle, étant AgroParisTech, mais j'étais très contente de venir. Si, vous faites partie. AgroParisTech. Oui, indirectement. Et puis, à tous, je vous remercie de votre attention.